Cette vidéo est sponsorisée par Oli. On en parle juste après ça. Gagner un titre, c'est l'accomplissement d'une vie. Dans l'histoire de la Formule 1, ils sont 34 à y être parvenus et parmi eux, certains ont répété cet exploit encore et encore. Les Alain Prost, Sébastien Vettel ou Max Verstappen à 4 reprises, Juan Manuel Fangio avec 5 ou encore Lewis Hamilton et Michael Schumacher avec 7. Un chiffre record et parmi tous ces titres, certains ont plus de valeur que d'autres. En 1986, Alain Prost coiffait au poteau les deux Williams avec une machine inférieure. En 2024, Max Verstappen résistait comme il le pouvait avec la 3e voiture de la grille. En 2008, Hamilton reprenait la main dans l'ultime virage de la saison. Pour Michael Schumacher, il y en a un qui résonne plus fort que les autres, celui de l'an 2000 qui ramena le cheval cabré au sommet après 21 ans de disette. Bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire, dans ce nouveau documentaire. Avant de commencer, petite question. Vous avez goûté les milkshakes de Oli? Cette année, Oli vient de sortir une 4e gamme de produits. Après les populaires Energy, les Iced Tea et les Hydrations, ce sont les milkshakes qui débarquent sur le marché et après 3 saveurs de lancement, Oli en sort 2 nouvelles. Un au caramel et un à la fraise. Regardez le petit axolote là. Oui, je pars directement dans le vif du sujet, mais si vous ne connaissez pas Oli, voici un rapide récap. Des boissons qui se présentent sous forme de poudre à diluer, made in Berlin, aux multiples avantages, sans sucre, sans taurine, qui sont plus efficaces, plus économiques et plus écologiques. Et juste bon quoi, ce qui est un bon argument quand on veut se faire plaisir. Ce mois-ci, vous l'avez compris, je vous invite à tester les milkshakes, donc à diluer dans du lait. Pas de l'eau, hein, c'est pas fait pour ça. Et n'importe quel lait, hein, comme ça, pas d'excuses. Sachez qu'il y a eu du restockage chez Oli et je vous invite à aller voir leur site via le lien en description. Et à vous servir des codes promotionnels, le circuit pour 10% de réduction sur une commande et le circuit 5 pour 5 € de réduction sur votre première commande. Merci à Oli de son soutien précieux, merci également à vous de jouer le jeu, ça me permet de travailler plus sereinement sur des vidéos comme celle-ci et j'espère qu'elle vous plaira. Voici Ferrari et Schumacher, la reconquête. Remontons un petit peu en arrière, car pour bien comprendre la portée de ce succès, il faut comprendre par où est passée la Scuderia. De plus, ce titre n'est pas juste une histoire qui redonne le sourire aux tifosi, non, c'est plus que ça. C'est l'accomplissement ultime de son patron Jean Todt, mais aussi de son pilote Michael Schumacher, déjà double champion du monde. L'ascension de cet Allemand, l'un des plus grands pilotes de tous les temps, est assez particulière. Michael Schumacher a gravi les échelons un par un en karting avec une détermination sans faille et en prenant de bons résultats. Passé en monoplace en 1987, puis en F3 à partir de 1989, l'Allemand remporte le championnat national et s'impose à Macao en fin de saison en croisant le fer face à Mika Häkkinen, un Finlandais qu'il croise depuis le karting. Nés à quelques mois d'intervalle, Michael Schumacher et Mika Häkkinen sont 2 talents générationnels qui ont eu une ascension similaire et qui nous offriront l'une des rivalités les plus iconiques du sport. Rivaux en kart, rivaux en F3 et rivaux en Formule 1. Repéré par Mercedes, Michael Schumacher rejoint le monde de l'endurance avec Sauber dans une période agitée de la discipline. Il y dispute les 24 heures du Mans et remporte un total de 2 courses, Mexico en 1990 et Autopolis en 1991. C'est d'ailleurs cette année qu'un concours de circonstances le lance en Formule 1, quand le pilote Jordan Bertrand Gachot est emprisonné à Londres. Une sombre histoire qui permet à l'Allemand de débuter dans l'élite de la course automobile et d'impressionner sur un circuit qu'il ne connaissait pas. 7ème en qualification, meilleur résultat de l'équipe, mais abandon malheureux au sommet du Raidillon. Mais en un week-end, Schumacher a tapé dans l'œil de Flavio Briatore, qui a fait des pieds et des mains pour s'octroyer les services de la jeune pépite, au détriment de Roberto Moreno. L'aventure Benetton était donc lancée et Michael n'a pas tardé à confirmer. Sans complexe, il se mesure au cadre de la discipline. Senna, Mansell, Prost, avec Benetton, Schumi remporte ses premiers succès et en 1994, il se retrouve à jouer le titre mondial.
Une saison tragique, marquée par les disparitions de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna, l'icône d'une génération et l'idole de Michael Schumacher. Mais également, une saison contestable car la légalité de la Benetton a souvent été mise en cause. Une saison bizarre, entre drame, succès et polémique. Disqualifié 2 fois entre Silverstone et la Belgique et suspendu 2 courses. À son retour, son avance avait fondu et Damon Hill était plus menaçant que jamais. Séparé que d'un seul point à Adélaïde, le final restera dans les annales du sport automobile. Une nouvelle manœuvre sale de la part de Schumacher qui a puni l'impatience de son rival. Les deux abandonnent et Michael Schumacher prend donc son premier titre mondial. Si 1994 était contestable, 1995 est bien différent. Impérial avec sa Benetton désormais équipée du moteur Renault, Schumacher domine et écrase la concurrence pour prendre sa deuxième couronne. Il est désormais l'image de la Formule 1, le pilote de référence, le meilleur pilote du monde. Tout le monde le veut, Benetton, McLaren et bien sûr Williams. La meilleure équipe de la décennie. Avec l'écurie de Frank, c'est une voie royale vers un 3e et 4e titre mondial. Peut-être plus, mais Schumacher décline l'offre et accepte celle de Ferrari. And now the two Ferraris, Scheckter with Villeneuve, are clear of Jacques Laffite in third position. And they're giving us a motor... En ce Grand Prix d'Italie 1979, antépénultième manche d'une saison riche en rebondissements, les deux Ferrari mènent la course. Jody Scheckter, devant son équipier Gilles Villeneuve, priait de rester derrière le Sud-Africain. Discret mais efficace, l'ourson décroche la couronne mondiale. La dernière pour un pilote Ferrari avant un bout de temps. 3 ans plus tard, après 2 saisons difficiles, Ferrari semble de nouveau se diriger vers le titre. Malgré la tragique disparition de Gilles Villeneuve à Zolder, Pironi parvient à se détacher en tête, mais malheureusement, lui aussi est fauché et doit renoncer à ses espoirs de titre. Keke Rosberg s'en empare, mais grâce à Patrick Tambay et Mario Andretti, Ferrari sécurise le titre constructeur. Une maigre consolation. En 1983, c'est avec un line-up 100% français où Tambay est rejoint par Arnoux que Ferrari conserve la couronne. Ensuite, les rouges ne sont plus en mesure de gagner. Si en 1985, Alboreto fait illusion en première moitié de championnat, c'est McLaren qui confirme sa suprématie avant que Williams ne prenne les devants. 1986 est même une année blanche pour les rouges, mais renoue avec la victoire en 1987. Merci Gérard. Meilleur des autres en 1988, le cheval cabré est un séduisant outsider en 1989 et prend 3 succès avec Mansell et Berger. Puis, la Scuderia attire Alain Prost et se retrouve à jouer le titre en 1990. Mais Ferrari n'était pas prêt à gagner, et le début des années 90 est la pire période de la Scuderia. D'abord sur le plan politique, où les dramas en interne se multiplient, puis sur le plan sportif, où les voitures sombrent. Aucune victoire en 1991, 1992 et 1993. Une série indigne de l'aura de la grande Scuderia Ferrari, mais aussi une aura indigne de ce que la Scuderia Ferrari est devenue. Rien ne va plus, mais en 1993, l'espoir est de nouveau permis car Luca Di Montezemolo fait venir Jean Todt à Maranello et lui donne carte blanche. L'ancien patron de Peugeot Talbot Sport, qui a tout gagné avec le Lion, réalise l'ampleur de la tâche. Tout ou presque doit être revu, réorganisé et modernisé. Un travail colossal mais dont les fruits sont visibles dès la fin de saison 1993, où les rouges semblent plus solides. En 1994, il se place à quelques reprises en potentiel vainqueur et renoue avec le succès à Hockenheim avec Berger. Merci Gérard, près de 4 ans après leur dernière victoire. En 1995, Williams et Benetton sont au-dessus avec leur moteur Renault, mais Ferrari réalise une belle saison avec Jean Alesi et Gerhard Berger. L'Avignonnais est tout simplement bluffant à plusieurs reprises, mais ne remporte finalement qu'une seule course, celle du Canada, la seule victoire non Renault de la saison. En 1995, le monde de la Formule 1 constate les effets de Jean Todt. Ferrari semble plus solide et est clairement sur une phase ascendante. Si l'idée d'être celui qui ramène le titre à Maranello est une immense motivation pour Schumacher, il faut dire que la forme croissante de Ferrari l'a rassuré. Et le 16 novembre 1995, Michael Schumacher faisait ses premiers tours de roue dans une voiture rouge. To be honest, it's going to be a difficult target, we all know, but I believe if Ferrari and Eddie and myself together can do what we are looking for, I think I can't think of a word to compare this, but I know Ferrari is waiting for 16 years. I believe Eddie and myself, we're a good combination, and I believe we have a very good opportunity to fulfill the dream for us and Ferrari.
Todt opère une restructuration en profondeur. Et si évidemment Schumacher est le fer de lance, il n'est pas le seul recrutement clé. En effet, Jean continue de piocher chez Benetton et recrute Rory Byrne en 1996 et Ross Brawn en 1997, sans oublier Eddie Irvine, pilote prometteur chez Jordan qui vient épauler Schumacher. Ce qu'a fait Schumacher en 1995 est fort. Il a renoncé à ses espoirs de titre dans l'immédiat pour construire sur le long terme un projet monumental avec la Scuderia Ferrari. Et si aujourd'hui on connaît l'histoire, à l'époque, c'était un vrai pari. Comme attendu, les Rouges ne font pas encore le poids face aux dominantes Williams-Renault en 1996, mais Schumacher connaît ses premières heures de gloire avec Maranello. Une leçon sous les trompes d'eau de Barcelone, un petit peu de chance à Spa avec la safety car avant d'offrir aux tifosi une victoire à Monza. Sur le podium du temple de la vitesse, l'Allemand prend réellement conscience de ce qu'être pilote Ferrari signifie. To stay in front of those guys in such a crowd is just unbelievable. I never have seen so many emotions, so many people enjoying themselves. It's fantastic. You can't only see that in Italy. Just said before, I think we should allow everywhere the people to come in front of the podium to let them celebrate with us. But as they celebrate, it's only possible in Italy. En 1997, pour la première fois depuis 1990, Ferrari est un candidat au titre. Williams a toujours l'avantage, mais au fil de la saison, les Rouges se renforcent et menacent plus que jamais la domination de l'écurie de Franck. Si Schumacher jouait d'intox en début de saison en proclamant que seul Frentzen pouvait l'inquiéter, c'est bien Jacques Villeneuve le principal rival de Michael. Durant toute la saison, les deux protagonistes se battent à distance, ne se croisent pas en piste et ne partagent aucun podium. Une année bien particulière qui, au final, ressemble à 1994 tant le dénouement est polémique. À Jerez, Villeneuve et Schumacher croisent le fer sur l'asphalte. Ils ne sont séparés que d'un point, encore à l'avantage de Schumacher, et l'Allemand mène la course quand au 48e tour, Villeneuve porte une attaque. S'il est l'un des meilleurs pilotes en piste, s'il a progressivement fait évoluer le métier de pilote par un professionnalisme irréprochable, une préparation physique adéquate et une langue de bois face aux médias, Michael Schumacher avait bien un côté sombre. Ses manœuvres sales en piste en fait partie. Si certains de ses homologues défendent son fair play en piste, d'autres sont bien plus critiques envers les agissements de l'Allemand derrière le volant, souvent sûrs mais parfois au-delà de la limite. Mika Häkkinen en a fait les frais en F3 à Macao, et si les deux hommes se sont toujours bien entendus et se nouaient un profond respect mutuel, cette altercation reste un moment chaud de leur rivalité. En plus du Finlandais, d'autres ont subi les actions de Schumacher. Cecotto en DTM, même si le doute persiste. Damon Hill à Adélaïde en 1994. Si l'Anglais admet s'être précipité, Schumacher lui a bien tourné dessus. Et à Jerez, il a réitéré avec Villeneuve, mais cette fois-ci, la Williams a pu continuer. Et contrairement à 94, ça n'a pas marché. Non seulement il perd le titre, mais en plus, il est sanctionné par la FIA. Ce geste antisportif lui vaut une disqualification du championnat, même s'il conserve le crédit de ses résultats. Mais ce geste a des conséquences. S'il n'était déjà pas le pilote le plus populaire, cette nouvelle manœuvre a renforcé son opposition. Lui et Ferrari ont essuyé des critiques de part et d'autre pour cet acte, mais aussi pour cette occasion gâchée. La reconquête est dure et prend désormais une toute autre ampleur. En 1998, la F1 change et si Ferrari négocie bien le virage technique, les Rouges sont un cran derrière McLaren et Mika Häkkinen. Schumacher, Häkkinen, du kart à la F1. Ces deux pilotes vont marquer la fin des années 90 et la saison 2000 par leur lutte au sommet, mais en 1998, le Finlandais et McLaren ont l'avantage. Ferrari et Schumacher sont un petit peu courts, mais se défendent bien. Par de l'agressivité en piste et de somptueuses passes d'armes, comme à Monza, mais aussi par des coups stratégiques redoutables, comme en Hongrie. L'une des victoires les plus légendaires du tandem Schumacher-Ferrari. Mais finalement, à Suzuka, Schumacher et Ferrari sont battus. Calé au départ, la remontée désespérée de l'Allemand prend fin sur une crevaison. Häkkinen et McLaren l'emportent. Rendez-vous en 1999. Pour sa 4e saison avec les Rouges, les attentes sont énormes. 20 ans après le titre de Jody Scheckter, Schumacher compte bien faire de 99 l'année où le titre revient à Maranello. Et il faut dire que ça part bien. Sa F399 est très bonne et répond très bien à la McLaren. Schumacher s'impose à Imola puis à Monaco et garde son rival finlandais en joue. Puis vient Silverstone. Au cœur de la saison,
Alors qu'il ne compte que 8 points de retard sur Häkkinen, l'Allemand est victime d'un terrible accident. Asto, au premier tour, il perd les freins et s'écrase dans le mur. Jambes cassées, les espoirs de titre s'envolent. Si au départ, il ne devait revenir qu'en 2000, il est prié par Jean Todt d'anticiper son retour et l'Allemand refait surface en Malaisie, avant-dernière épreuve de la saison, dans le but d'épauler Eddie Irvine, en lutte pour le titre. Michael Schumacher numéro 2. C'est une chose qu'il ne voulait pas. Depuis 1996, il écrase le Nord-Irlandais, pilote rapide mais trop nonchalant. Alors après, on peut pas dire que chez Ferrari, le traitement des pilotes était égal, mais quand même, Schumacher était au-dessus d'Irvine. Depuis 1996, c'est lui qui est censé ramener la Scuderia au sommet, pas Irvine. En plus, Eddie vit ses dernières courses en rouge avant d'être remplacé par Rubens Barrichello. Pour faire simple, Schumacher ne veut pas que Irvine gagne le titre, mais bon, il va tout de même jouer le jeu. À Sepang, pour son retour, il ne laisse pas l'ombre d'un doute sur qui est le meilleur, prenant la pole avec 9 dixièmes d'avance et creusant l'écart en début de course avant de laisser la victoire à Irvine. It's fantastic. This guy's depressing. Not only is he the best number one, he's also the best number two. Mais à Suzuka, le Nord-Irlandais enterre seul ses espoirs et Mika Häkkinen remporte la victoire et le titre pilote. Cela dit, c'est bien Ferrari qui prend le titre constructeur, 5860 jours après leur dernier sacre de 1983. Un demi-succès, mais en 2000, il doit être total. Schumacher, Häkkinen, round 3. Michael Schumacher contre Mika Häkkinen, Ferrari contre McLaren. Pour tous les protagonistes, le chemin fut long pour arriver à la saison 2000 et l'affiche est belle. Un duel au sommet entre deux monstres de leur sport, une lutte pour une 3e couronne mondiale. I mean, you imagine, if at all, in the good way. I'm hungry more than ever. Last year would have been a good opportunity, and this year seems to be a very good opportunity. So I'm very hungry for that. You haven't won the title, of course, now since 1995. Have you almost forgotten what it feels like? I won enough races to have this satisfaction, and to some degree, certain races give you a similar pleasure than a World Championship. The way you win them, and I remember Hungary in '98, or last year the Malaysia race. On Monaco, so you don't really forget because I keep practicing. À leur côté, Schumacher et Häkkinen pourront compter sur des équipiers solides. Le Finlandais est associé à David Coulthard. L'Écossais est un excellent pilote et peut s'avérer redoutable dans ses bons week-ends. Bien imprudent ceux qui ne le considèrent pas dans la lutte au titre. Aux côtés de Michael Schumacher, c'est Rubens Barrichello. L'espoir brésilien est passé par bien des étapes. Entre promesses et anonymat chez Jordan, il s'est bien remis en avant chez Stewart en portant l'équipe. Plusieurs podiums à son actif, mais toujours pas de victoire. À l'aube de la saison 2000, Jordan fait office de principal outsider après une campagne 99 étincelante. Bien sûr, Frentzen, le leader, espère bien pouvoir finir le boulot. Il est rejoint par Jarno Trulli. 4e du championnat l'an dernier, l'écurie Stewart change de nom et devient Jaguar, avec Eddie Irvine en chef de file, oui, et accompagné de Johnny Herbert, Ford espère faire de son équipe le Ferrari anglais. Bon courage. Dans le dur depuis 2 saisons, Williams entame un tout nouveau partenariat avec BMW, mais au lancement de la saison, le but du motoriste bavarois n'est pas de remporter le titre, mais bien de finir les grands prix. Ralf Schumacher espère malgré tout quelques podiums et il est rejoint par le débutant Jenson Button. Chez Benetton, Giancarlo Fisichella est toujours une valeur sûre et mène les Bleus avec son équipier Alexander Wurz. Depuis 1998, Prost Grand Prix a du mal à exister et Alain espère redonner un élan à son équipe avec une nouvelle voiture, semblable à la McLaren, et 2 nouveaux pilotes. Jean Alesi en référence, accompagné du débutant Nick Heidfeld. Chez Sauber, on renforce ses liens avec Ferrari, même si les moteurs rebadgés Petronas ont 1 an de décalage. Intérimaire de luxe chez Barr puis chez Ferrari, Mika Salo retrouve un baquet de titulaires. Il est aligné aux côtés de Pedro Diniz. Chez Barr, le 0 pointé de 1999 fait mal, et les moteurs Supertech cèdent leur place au Mugen Honda. Copropriétaire, Jacques Villeneuve espère faire un bond en avant, tout comme son équipier Ricardo Zonta. Chez Arrows, on est au bord de la faillite et on espère pouvoir sauver le navire. Tom Walkinshaw conserve Pedro de la Rosa et accueille le revenant Jos Verstappen. Enfin, dernière équipe, Minardi. Giancarlo renforce son partenariat avec Telefonica et espère que le point de Gêné en 99 en appelle d'autres.
L'Espagnol est encore dans la voiture et il est rejoint par l'Argentin Gaston Mazzacane. Voilà pour le paysage de la saison 2000, une saison très particulière pour moi, parce que quand j'étais gamin, j'avais séché le DVD récap de saison qui était avec les jeux vidéo, donc voilà, j'ai pas pu résister à faire un petit tour de grille. Mais bref, 17 Grands Prix au programme, et tout commence en Australie, une course que Schumacher n'a jamais gagnée. Melbourne est un circuit très particulier qui n'est pas nécessairement révélateur pour les performances des autos. De ce point de vue-là, le travail est colossal à Maranello. Si la F1 2000 est dans la continuité de la F399, elle connaît quelques évolutions importantes. La nouvelle soufflerie de Ferrari a beaucoup tourné durant l'hiver et la nouvelle monture du cheval cabré est un poil plus extrême que sa devancière. Nez relevé, ponton plus arrondi, une forme tout à fait séduisante avec à l'intérieur un V10 plus compact permettant de baisser le centre de gravité. Chez McLaren, on est sur une philosophie différente de l'auto italienne, mais bon, fidèle à ce que fait Woking depuis des années. Dessiné par Adrian Newey, le talentueux ingénieur anglais a pu corriger les détails grâce à la nouvelle soufflerie et a affiné la voiture grâce à un moteur Mercedes encore plus petit, à la sonorité bien particulière, reconnaissable entre mille. Aussi, ce moulin est plus puissant que celui de Ferrari. 820 chevaux contre 815. La McLaren compte également une nouvelle boîte de vitesse et si la performance est là, on espère que la fiabilité sera au rendez-vous. D'emblée, Melbourne apporte son lot de réponses, même si ces dernières sont à prendre avec des pincettes. Les McLaren monopolisent la première ligne et les Ferrari sont en embuscade en deuxième. Au départ, les flèches d'argent s'envolent quand les voitures rouges peinent à l'impulsion. Schumacher et Barrichello retiennent le reste de la grille et si l'Allemand conserve sa troisième place, Barrichello sera longtemps bloqué derrière Frentzen. Mais rapidement, la course bascule dans le camp de Ferrari. Le moteur de Coulthard rend l'âme au 13e tour et celui d'Hakkinen au 19e. Double abandon pour McLaren Mercedes et les craintes sur la fiabilité sont confirmées. Schumacher hérite donc des commandes et si au deuxième tiers de course, Rubens Barrichello vole et dépasse son nouvel équipier, l'Allemand n'est pas inquiété car le Brésilien est sur une stratégie différente. Ferrari a changé son fusil d'épaule pour permettre à leur nouveau pilote de doubler Frentzen. Si la Jordan a dû renoncer, on constate que le muret Ferrari est bien rentré dans la saison. Michael Schumacher remporte pour la première fois de sa carrière le Grand Prix d'Australie et les Rouges réalisent le doublé devant Ralf Schumacher et sa Williams BMW. Gerhard Berger, directeur de la compétition chez BMW, clame que la saison est déjà sauvée. S'il ne faut pas s'emballer après l'Australie, c'est clair que Ferrari rassure. Lors des 3 saisons précédentes, il n'était pas totalement dans le coup pour la première course. Du coup, là, c'est de bon augure. Quant à McLaren, il faudra résoudre ses soucis de fiabilité. Le deuxième Grand Prix de la saison se passe au Brésil, à Interlagos. Devant ses fans, Rubens espère succéder à son mentor Ayrton Senna. Si le scénario est similaire à l'Australie en qualification avec 2 McLaren en première ligne, confirmant leur belle pointe de vitesse, la course est légèrement différente. Survolté, Barrichello remonte et prend les commandes de l'épreuve. Mais au 27e tour, un problème hydraulique contraint l'enfant de Sao Paulo à l'abandon. Hakkinen reprend donc la tête avec un rythme supérieur à Schumacher, mais à peine 3 tours après Barrichello, le Finlandais est au ralenti. Il regagne les stands et abandonne. Problème de pression d'huile. Heureusement, David Coulthard est encore en course et met la pression à Schumacher en fin d'épreuve. Mais c'est bien l'Allemand qui s'impose devant l'Écossais. It was quite entertaining. I mean, it doesn't happen too often that you have between the leaders a real fight and overtaking, so I enjoyed that. Et comme si ça ne suffisait pas chez McLaren, Coulthard est disqualifié pour aileron avant trop bas. Giancarlo Fisichella grimpe donc à la deuxième position pour Benetton, au terme d'un week-end spécial car dans la semaine, on apprenait le rachat de l'écurie par Renault et Flavio Briatore retrouvait sa place à la tête de l'écurie d'Enston. Troisième, Frentzen prend le podium sur tapis vert. Notons que Button inscrivait ses premiers points. Bref, l'addition est salée pour McLaren au terme de ce Grand Prix du Brésil. 0 pointé tandis que Ferrari compte 26 points dans sa musette. Est-ce enfin la saison de Schumacher ? Ne nous emballons pas, même si les résultats sont rassurants. À Imola, la F1 est plongée dans une petite polémique. En effet, les aides au pilotage sont interdites depuis 1994 et le contrôle de la FIA s'est accentué année après année. Mais les équipes s'évertuent à contourner les règlements et la fédération en suspecte plusieurs d'utiliser des parades pour bénéficier d'un anti-patinage. Notamment avec la commande de limitation de vitesse, mais aussi par d'autres calculateurs dans le moteur. Mosley et ses sbires chassent donc les coupables. Est-ce que Ferrari et McLaren en font partie ?
Peut-être, mais bon, aucune accusation formelle. Pour le Grand Prix de Saint-Marin, les gris doivent lancer leur saison. Aucun point de marqué en arrivant en Europe, une première depuis 1994, et un bilan indigne de l'écurie arborant les numéros 1 et 2 sur leur carrosserie. A contrario, en Émilie-Romagne, les tifosi sont enthousiastes, et il y a de quoi. Cela dit, chez les rouges, on ne s'emballe pas. On ne connaît que trop bien les refrains des désillusions, et Jean Todt se montre prudent, comme d'habitude. Le samedi, Mika Hakkinen prend une nouvelle pole position, mais Schumacher se glisse dans son sillage. Coulthard et Barrichello sont juste derrière, et au départ, Michael patine et laisse filer Hakkinen. Les Ferrari font le bouchon à Tamborello et parviennent à s'en sortir. Et ce type de départ made in Ferrari fera râler bon nombre de personnes. Le Finlandais volant est donc aux commandes de l'épreuve, et si sa McLaren semble pour la première fois en mesure de boucler un Grand Prix, Saint-Marin sera révélateur pour une chose. Ferrari a l'ascendant sur la stratégie. Sur un circuit où doubler en piste révèle du miracle, Ross Brown permet à Schumacher de prendre les commandes grâce aux arrêts au stand. McLaren et Hakkinen sont battus, et Schumacher prend une 3e victoire d'affilée. Un début de saison de rêve que les tifosi célèbrent comme il se doit. So nevertheless, the strategy was just right, as you said. I mean, it was these 4 laps, which was crucial. And we did it, and we did it for all the tifosis. I apologized yesterday, but I said that I would try to make it, put it straight, and I did. So I hope everybody is happy with this. As far as I saw outside, it looks like. So do I. Now we look forward to the next one. I had 2 situations in a race which probably cost me a lot of time. It did definitely cost me a lot of time, and that was after the first stop. When I was running, I hit some kind of, I don't know what it was on the track, some kind of metal piece of something, and destroyed the front of the floor completely. And I lost aerodynamics a lot on the front, so the car was very difficult to drive after that. Au championnat, l'Allemand est seul en tête avec 30 points contre 9 pour Barrichello à la 2e place. Hakkinen en compte 6 et Coulthard 4. Chez les constructeurs, 29 points séparent les deux équipes. Par la suite, la saison entre dans une nouvelle phase. Après 3 Grands Prix, on peut confirmer que seuls McLaren et Ferrari joueront le titre. Jordan manque de fiabilité et de performance. La bataille pour le statut de meilleur des autres sera donc entre les jeunes, Williams, BMW, Benetton et une surprenante écurie Barr qui inscrit ses premiers points. Quant à Jaguar, les débuts sont compliqués. Le 4e Grand Prix de la saison est étonnamment le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, une course en avril en Angleterre. Voilà une bonne idée. En fait, c'est à cause de Bernie Ecclestone et de Max Mosley qui sont en désaccord avec le British Racing Drivers Club, les propriétaires du circuit et promoteurs de l'événement. Et quand Ecclestone est en désaccord avec quelqu'un, en général, ce quelqu'un le regrette, ou le paie d'une façon ou d'une autre. Et comment dire, la dernière fois que la Formule 1 a disputé un Grand Prix en Angleterre en avril, c'était à Donington en 1993. Une course noyée sous le déluge, et l'édition de 2000 n'y fait pas vraiment exception. Une météo exécrable et une galère pour les organisateurs, des parkings inondés et des spectateurs piégés par la boue. À tel point que ces derniers seront priés de ne pas venir au circuit le samedi, et pourtant, cette qualification vaut bien quelques mésaventures, car c'est Rubens Barrichello qui prend la pole position devant un surprenant Frentzen. Hakkinen et Coulthard sont en 2e ligne, et Schumacher partage la 3e avec Button. Le dimanche matin, il pleut encore, mais l'après-midi, le soleil brille. Cela dit, l'herbe aux abords de la piste est encore gorgée d'eau et au départ, Schumacher se fait piéger. Bilan, la Ferrari numéro 3 n'est que 8e à la fin du premier tour. La première partie du Grand Prix de Grande-Bretagne 2000 est assez figée et la course se dynamite aux arrêts au stand. Certains comme Frentzen se font avoir, tandis que Barrichello continue de tenir Coulthard derrière. Schumacher sera longtemps coincé derrière Villeneuve avant de remonter. Finalement, à cause d'un souci hydraulique, Barrichello perd du rythme et laisse filer les McLaren avant de connaître une sortie de piste à cause d'un accélérateur incontrôlable. Il jouait sa première victoire en l'absence de Schumacher. Il doit finalement renoncer. Si Frentzen faisait illusion, la Jordan rentre dans le rang avec son 2e arrêt. Si ce Grand Prix permet aux Williams, BMW et particulièrement à Button de s'illustrer, il marque une rupture dans cette saison 2000, car pour la première fois, Ferrari ne gagne pas. McLaren réalise le doublé et Coulthard s'impose une 2e fois consécutivement à domicile. Schumacher n'est que 3e. Un grand moment dans la carrière de l'Écossais, suivi d'une immense frayeur quelques jours plus tard. En effet, le 2 mai, à quelques jours du Grand Prix d'Espagne, David Coulthard est victime d'un accident d'avion à Lyon. Astonishingly, David Coulthard and his fiancée walked away from the wreckage almost unscathed.
Their private Learjet was ripped apart in the crash, having burst into flames on impact. Both the pilot and co-pilot were killed. Malgré le traumatisme, Coulthard est bien présent à Barcelone et réalise un beau Grand Prix pour prendre la deuxième place derrière son équipier Häkkinen qui remporte enfin sa première victoire de la saison. Yes, I don't know how I could explain it, how pleased I am. I'm just over the moon, or how you say it. Si Schumacher partait depuis la pole position, il n'a pas connu une grande course avec des soucis au stand, un mécanicien renversé et un ravitailleur endommagé, sans oublier une crevaison lente. En difficulté, l'Allemand s'est distingué par une manœuvre aussi altruiste que discutable. Voyant son frère et son équipier fondre sur lui, le leader de la Scuderia s'est appuyé sur son cadet afin de dégager la voie à Barrichello à l'intérieur. Le Brésilien prendra la 3e place du Grand Prix et la famille Schumacher passera tout proche de l'implosion après la course. Grand Prix à oublier pour Ferrari qui voit McLaren refaire son retard. De 29 points d'écart au soir d'Imola à 7 2 Grands Prix plus tard. Côté pilote, Schumacher compte 36 points contre 22 pour Häkkinen et 20 pour Coulthard. Clairement, le championnat est relancé. Ferrari doit réagir et endiguer le retour de McLaren et de ses pilotes. Les Rouges n'ont pas connu 2 Grands Prix faciles, mais à Barcelone, il faut tout de même souligner qu'en termes de performance, la Ferrari était devant. Rendez-vous donc au Nürburgring 2 semaines après l'Espagne. En 1999, la course avait été complètement folle, l'une des meilleures de l'histoire de la Formule 1, et Michael retrouve sa terre natale pour la première fois depuis 1998. Du moins pour la Formule 1, parce qu'entre-temps il est quand même retourné en Allemagne. Je suppose. Oui. Bref, Schumacher n'est pas le seul qui ambitionne une victoire à domicile ce week-end, puisque Mercedes compte bien triompher. Mais la course sera difficile avec de la pluie au programme. Nouveau quatuor 100% gris et rouge, mais avec Coulthard en pole cette fois. Si l'édition de 2000 n'est pas aussi palpitante que 99, elle fait partie des meilleurs Grands Prix de la saison, avec beaucoup de rebondissements et pas mal d'erreurs dans des conditions difficiles. En tête, les 4 fantastiques ne se lâchent pas. Si la course partait sur piste sèche, la pluie s'invite comme prévu durant l'épreuve. Les Ferrari dépassent chacune une McLaren, et les chefs de file prennent l'ascendant dans des conditions difficiles, avant que les rouges ne changent de stratégie. Si les gris avaient provoqué à l'arrivée de la pluie, l'écurie de Maranello renverse la situation à leur avantage et permettent à Schumacher de s'assurer de la victoire. Michael s'impose devant son grand rival et les 2 hommes méritent les louanges tant ils ont éclaboussé la course de leur talent. Pour preuve, Coulthard, 3e, termine à 1 tour derrière. Après 2 Grands Prix difficiles, Ferrari et Schumacher réagissent et reprennent un petit peu d'air au championnat. Mais dès la manche suivante à Monaco, la saison bascule de nouveau. Monaco est toujours un Grand Prix particulier. Déjà vainqueur à 4 reprises, Schumacher compte bien rejoindre Graham Hill au palmarès de cette épreuve, et il s'en donne les moyens le samedi en prenant la pole position. Une belle manière de baptiser les nouvelles couleurs de son casque, plus rouge que jamais. Oui, il devait se différencier de Barrichello dont les 2 casques se ressemblaient beaucoup. Cette séance était particulièrement disputée, et la 2e position était le théâtre d'un bras de fer intense entre David Coulthard et un surprenant Jarno Trulli faisant parler sa vitesse. L'Italien arrache la première ligne. Frentzen est 4e, confirmant la bonne forme des Jordan en principauté, tandis qu'Häkkinen n'est que 5e. Barrichello est 6e devant Alesi. En partant depuis la pole position et en menant après Sainte-Dévote, Schumacher s'est ouvert une voie royale vers la victoire, et il confirme durant l'épreuve. Impérial, il domine son sujet tandis que derrière, Trulli doit renoncer sur problème de boîte de vitesse quand Mika Häkkinen connaît une course bien difficile. Des ennuis de frein à cause d'une pédale desserrée et une course gâchée qu'il achèvera à la 6e place derrière son compatriote et ancien voisin Mika Salo. Mais l'événement de la course, c'est bien la mésaventure de Michael Schumacher. Un souci d'échappement a entraîné un affaissement de la suspension arrière et l'Allemand doit renoncer. Terrible coup du sort, et David Coulthard hérite des commandes et s'impose pour la 2e fois de la saison. Frentzen, 2e, s'est fait piéger à Sainte-Dévote, et c'est donc Rubens Barrichello et Giancarlo Fisichella qui accompagnent l'Écossais sur le podium princier. Notons qu'Eddie Irvine, 4e, débloque le compteur de Jaguar. En fait, Monaco, c'est le début d'une période bien difficile pour Schumacher. Son premier résultat blanc de la saison qui permet à Coulthard de reprendre beaucoup de terrain. Est-ce que l'Écossais est le principal challenger de Schumacher finalement? Dans cette période difficile, il y a tout de même l'exception de Montréal. Dans ce Grand Prix du Canada, les Rouges dominent des McLaren en difficulté, bousculés au départ par un Villeneuve galvanisé.
Coulthard sera pénalisé d'un stop and go à cause d'une irrégularité sur la grille de départ, quand Mika Häkkinen passera au travers de bien des problèmes. Comme Nürburgring, la pluie s'invite durant l'épreuve, et ce n'est pas une petite sortie en fin de course qui perturbe Schumacher. Sur un train de sénateur, il devient le premier pilote à convertir une pole position en victoire en cette saison 2000, le 40e succès de sa carrière. Barrichello assure le doublé quand Fisichella prend son 3e podium de la saison, le 2e consécutif. Häkkinen est seulement 4e quand Coulthard est hors des points. Le Canada fait donc très mal au gris. McLaren compte 18 points de retard, Coulthard 22 et Häkkinen 24. La mi-saison s'approche et jamais Ferrari n'avait semblé aussi proche. Mais chez Schumacher, comme chez Jean Todt, on reste prudent et la suite immédiate va leur donner raison. À Manicourt, si l'Allemand prend une nouvelle pole position, Coulthard s'invite en première ligne. Décidément, l'Écossais est bien plus en forme en 2000 qu'en 99. Déjà 2 fois victorieux et pointant devant son équipier double champion du monde au classement, David est peut-être le principal challenger de Schumacher, et le Grand Prix de France nous le laisse entendre, car Coulthard réalise peut-être sa plus belle prestation. Si au départ, il est contraint de ralentir pour éviter l'accrochage avec Michael, manœuvre récurrente de l'Allemand, il réagit très bien. Après 22 tours coincés au 3e rang, l'Écossais se joue de Barrichello pour prendre la 2e place. Immédiatement, il fait parler la poudre et décroche le Brésilien pour fondre sur le leader. Au 34e tour, dans les échappements de Schumacher, Coulthard porte une attaque mais se fait tasser par son vis-à-vis. Manœuvre qu'il n'apprécie guère et il le fait savoir en pointant les avions dans le ciel. Mais en ce dimanche 2 juillet 2000, l'Écossais est dans une forme olympique et 4 tours après sa première tentative, il enrhume la Ferrari pour prendre les commandes. L'Allemand est battu, mais il n'est pas au bout de ses peines. Désormais menacé par Mika Häkkinen, la Ferrari se dérobe à l'épingle d'Adélaïde. Häkkinen le passe, mais en fait, le moteur de Schumacher rend l'âme. C'est l'abandon, son 2e en 3 courses. Une aubaine pour les Gris qui réalisent un nouveau doublé. Coulthard prend sa 3e victoire de l'année, tandis qu'Häkkinen limite la casse. It's one thing believing you have a quick car, it's another thing finding a way past. And I have to say, initially, I had a lot of understeer, and Rubens was actually quicker. But once the car sort of settled down, then I was able to sort of play to the strengths that I had, which I was very good on the brakes. We ran quite low wing to be good at the end of the straight, to give me the opportunity to get in the inside. And from there, I just felt that I always knew that I had the chance to overtake, and it was just a question of weighing up the risk. And I have to say that in the end, both Rubens and Michael were very fair, hard but fair, and it was a good race. The reality is, we were the quickest cars on the track, so I cannot complain too much. Barrichello est 3e, un cran en dessous, mais il permet à Ferrari de scorer. Les choses s'empirent en Autriche car sur le A1 les Gris sont plus performants et Häkkinen retrouve de sa superbe avec une nouvelle pole position. Schumacher n'est que 4e derrière son équipier et le départ va être chaotique pour les Rouges et spécialement pour l'Allemand. Les 2 Ferrari se font des politesses et sont heurtés par Trulli et Zonta. Schumacher part en tête à queue au cœur du carambolage. Quand la poussière retombe, Michael doit mettre pied à terre. Nouveau coup dur. Désormais seul en tête, les McLaren dominent et Mika Häkkinen contrôle la course. Barrichello parviendra à remonter jusqu'à la 3e place, mais sera bien loin des flèches d'argent. Mika Häkkinen se relance en Autriche et remporte sa 2e victoire de la saison seulement. Oui, mais au championnat, c'est plus serré que jamais. 8 points le séparent de Schumacher, quand Coulthard accuse un retard de 6 points. Barrichello est encore trop loin, quand McLaren revient à seulement 4 longueurs des rouges. Puis vient l'Allemagne. Sur le rapide tracé d'Hockenheim, les flèches d'argent devraient avoir l'avantage, mais les qualifications sont perturbées par des averses. Cela dit, Coulthard déjoue les pièges pour prendre la pole position 1 seconde et 3 dixièmes devant Schumacher. Fisichella se hisse au 3e rang devant Häkkinen, pas des plus mal lotis quand on regarde Rubens Barrichello, seulement 18e. Ça s'annonce dur pour le Brésilien. Mais le dimanche, tous les regards sont tournés vers Michael Schumacher. Le public rêve de voir le pilote Ferrari s'imposer de nouveau à Hockenheim, mais sa course tourne court. Au freinage, Schumacher a coupé la route de Fisichella qui n'a pas pu l'éviter. Pour la 2e fois d'affilée, Michael ne passe pas le premier virage.
4e abandon en 5 courses et nouveau drame dans la lutte au titre. Terrible déception pour le clan allemand, mais Schumacher reste auprès de son équipe durant la course. Car si cette dernière semblait promise au McLaren, plusieurs éléments changent la donne. Un individu s'aventure et traverse la piste, ce qui provoque une safety car. De même que l'accrochage Alesi d'Innis à la relance. Puis la pluie redistribue les cartes et Rubens Barrichello fait le choix de rester en slick. Choix judicieux car seule une partie du tracé d'Hockenheim est arrosée. Rubinho est alors en tête et remporte enfin, après 124 tentatives, son premier Grand Prix de Formule 1. La première victoire brésilienne depuis Ayrton Senna, et quelle victoire! Rubens a fait parler toute l'étendue de son talent et fait l'unanimité après l'épreuve, félicité chaleureusement par Schumacher et les pilotes McLaren. Son émotion est communicative. Mais sur un raisonnement beaucoup plus froid et mathématique, sa victoire réduit la moisson de McLaren et de ses pilotes. Alors qu'en cas de victoire, Häkkinen pouvait prendre les commandes du championnat, Schumacher les conserve par 2 points d'avance. C'est ainsi qu'on entre dans une période très excitante de la saison. À partir du Grand Prix de Hongrie 2000, Schumacher et Häkkinen retrouvent leur statut de leader et écartent progressivement Coulthard de la course au titre. À partir de la Hongrie, ces deux pilotes, ces visages de la Formule 1 se livrent une lutte acharnée pour une 3e couronne. Reboosté par sa victoire autrichienne et par son retour aux affaires, Häkkinen retrouve de sa superbe et sa rivalité avec Schumacher deviendra historique. De la Hongrie à Suzuka, c'est le climax. D'ailleurs, la course de Budapest a des allures de Grand Prix de Finlande, tant les supporters de Mika Häkkinen sont nombreux. Sur le Hungaroring, a priori, Ferrari a l'avantage et Schumacher doit se refaire. Pour ça, il commence bien en prenant la pole position devant Coulthard et Häkkinen, et le départ laisse entrevoir toute la volonté de Mika qui prend les commandes. Schumacher a tenté de résister, mais après 2 abandons au premier virage, il devait se tenir à carreau. Le fait est que le Finlandais a réalisé le départ parfait, et sur ce circuit où c'est très difficile voire impossible de doubler, ce sera dur pour Ferrari. Surtout qu'en réalité, la McLaren est véloce et pour Schumacher, il est plus question de contenir Coulthard que de challenger Häkkinen. Au terme de 77 tours sur un rythme supérieur, Mika Häkkinen confirme qu'il est bien le principal candidat au titre chez McLaren et s'empare des commandes du championnat. Schumacher, 2e, est relégué à 2 points du Finlandais. Bien sûr, du côté de l'Allemand, si on ne peut que constater le retour en forme de McLaren et d'Häkkinen, on peut savourer son retour sur le podium et simplement à l'arrivée. Mais il faudra réagir. Place au Grand Prix de Belgique, qui va être le point culminant de leur rivalité. Sur un circuit où la McLaren est donnée favorite, Schumacher compte bien renouer avec la victoire, mais les choses se compliquent dès la qualification. Bien entendu, Mika Häkkinen prend la pole position, mais Trulli et Button font sensation avec respectivement leur 2e et 3e position. Michael Schumacher n'est que 4e, à plus d'1 seconde du nouveau leader du championnat. Ils ont bien fait d'être prudents chez Ferrari, car si après les 3 premières courses de la saison, ils pouvaient être confiants, ambitieux, c'est pas du tout le cas en Belgique. Le lendemain, c'est le déluge à Spa-Francorchamps et Charlie Whiting adapte la procédure de départ. 2 ans après le carambolage dans la descente vers le rouge, le Grand Prix est lancé derrière la voiture de sécurité. Häkkinen est donc moins menacé et va pouvoir creuser l'écart pendant que Schumacher se défait de Button et Trulli. Quand l'Allemand émerge en 2e place, il compte 5 secondes de retard sur Häkkinen. La piste sèche rapidement et les 2 leaders passent au pneu slick. Le rythme est similaire, mais au 13e tour, à Stavelot, Häkkinen met 2 roues sur la ligne blanche et part à la faute. Par chance, il évite le mur, mais Schumacher est maintenant en tête du Grand Prix. C'est toujours le jeu du chat et de la souris, quoi de plus normal entre ces 2 pilotes, mais cette fois-ci, les rôles sont inversés. Tour après tour, Häkkinen grappille du terrain sur Schumacher et à 5 tours du but, il tente une attaque à Kemmel, mais la Ferrari ferme brutalement la porte. Mika se ravise face à cette défense musclée, mais il ne s'avoue pas vaincu, bien au contraire. Un tour plus tard, les 2 pilotes fondent sur Zonta. Schumacher prend l'aspiration de la barre et déborde au dernier moment.
Häkkinen reste pied au plancher, se faufile dans un trou de souris et surprend Michael à l'intérieur. Un dépassement monumental et historique. La messe est dite, c'est Häkkinen qui l'emporte. Schumacher est battu et est désormais relégué à 6 points de son rival. McLaren a pris les commandes du championnat constructeur en Hongrie et compte maintenant 8 points d'avance sur Ferrari. C'est alors que dans le parc fermé, on assiste à l'explication entre les deux hommes. Häkkinen fait part de son point de vue à Schumacher sur sa première manœuvre qu'il estime trop limite. Fidèle à lui-même, l'Allemand ne voit pas où est le problème. 2 points de vue divergents, mais aucune agressivité dans leur attitude. Témoignage de l'immense respect que se vouent mutuellement ces deux monstres. There's no point to try to follow him and then try to overtake him into the straight because obviously he's not going to give me a room. It's correct? Yeah, I make it difficult. Being in slipstream of the guy in front of me, I thought it will not be enough for him to catch me. And then obviously once there's somebody on the same road, then normally there's only 2 cars that fit next to each other. But Mika did really an outstanding maneuver to pass on the inside there because that was unexpected for my side. But honestly, if he wouldn't have catched me there, I think he would have catched me a lap or 2 later because he was too fast down there and you allowed to move once the line and he would have taken me on the outside. L'image d'une rivalité est une manœuvre couillue de la part de Mika Häkkinen qui fait encore frissonner aujourd'hui. Belgique 2000, c'est une course importante dans l'histoire de la Formule 1 et dans l'histoire de la saison 2000, qui met Ferrari et Schumacher au pied du mur. « 21 ans que Ferrari attend. Aux déceptions de 99, 98 et 97 s'ajoutent celles de 90 et 82. 21 ans de disette et plus que jamais, Ferrari, Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne et bien sûr, Schumacher sont proches de l'exploit, celui de ramener le titre à Maranello. Mais Häkkinen et McLaren sont de redoutables adversaires. Alors, quoi de mieux qu'une victoire à Monza pour renverser la tendance ? Devant les tifosi, les voitures rouges monopolisent la première ligne. Au-delà de l'aspect comptable, une victoire à Monza signifierait bien des choses pour Schumacher et Ferrari. C'est l'heure de battre Mika Häkkinen, et puis surtout, c'est l'heure de vaincre le doute. Au départ, Barrichello manque son envol. L'unique rempart entre Schumacher et Häkkinen vient de sauter, mais ce fait de course est insignifiant face au drame qui s'ensuit. Déjà, la nouvelle première chicane fait des dégâts, mais dans la deuxième, un terrible carambolage a lieu. Un carambolage qui prend la vie d'un pompier. Dans ce premier tour, Irvine, De La Rosa, Frentzen, Trulli, Coulthard et Barrichello sont éliminés. Comme bien souvent, Schumacher et Häkkinen seront seuls, et comme bien souvent, c'est un jeu du chat et de la souris. La moindre erreur sera sanctionnée. Mais si Häkkinen a retrouvé de sa superbe durant l'été, c'est au tour de Michael Schumacher de reprendre l'ascendant. En ce 10 septembre 2000, le Baron Rouge remporte la 41e victoire de sa carrière. Il rejoint Ayrton Senna. L'ivresse d'une victoire à Monza, d'avoir vaincu le doute face à son grand rival, mais aussi d'égaler celui qui fut son idole, atteint comme jamais le glacial et flegmatique allemand en conférence de presse. Une image qui fera le tour du monde et qui détonne dans la carrière de Schumacher, d'ordinaire en parfait contrôle devant les micros et devant les caméras. Quoi qu'il en soit, après ce Grand Prix d'Italie, Schumacher a acquis une nouvelle dimension. Plus que 3 courses dans cette saison 2000, et la Formule 1 retrouve les États-Unis. Une première depuis 1991 et Phoenix. Le tout dans un des temples du sport automobile, Indianapolis. Alors que la fin de saison approche, chez McLaren et plus particulièrement chez Häkkinen, on s'inquiète. Le Finlandais, toujours en tête du championnat, regrette de ne pas avoir le statut de numéro 1. Coulthard est toujours dans la course au titre et peut encore jouer sa carte, mais l'Écossais a perdu beaucoup de terrain depuis l'été. Si après la France, on pouvait le compter parmi les prétendants au titre, il accuse désormais un retard de 19 points sur Häkkinen. Aussi, techniquement, durant l'année, les deux écuries rivales n'ont cessé de développer leur voiture, mais il apparaît que la Ferrari est un poil plus complète. Dans l'Indiana, Schumacher prend une nouvelle pole position devant Coulthard, Häkkinen et Barrichello. Mais le dimanche, l'Écossais se neutralise tout seul en volant le départ. En tête, mais pas encore pénalisé, Schumacher s'en défait avec propreté et tranchant sur une piste séchante. Aussitôt, David laisse passer Mika. Après différents arrêts pour passer des gommes pluie aux gommes slick, Schumacher et Häkkinen occupent toujours les 2 premières places.
Le Finlandais attaque et remonte, mais au 26e tour, le tournant du championnat se produit. Le moteur Mercedes de la McLaren rend l'âme et Häkkinen abandonne. La voie est donc dégagée pour Michael Schumacher qui domine le reste de l'épreuve. Malgré un tête-à-queue, il remporte la 42e victoire de sa carrière. Il reprend ainsi les commandes du championnat avec 8 points d'avance sur Häkkinen. Coulthard est désormais hors jeu et à Suzuka, avant-dernière épreuve de la saison, Schumacher tient sa première balle de match. Côté constructeur, Ferrari reprend également les rênes et compte 10 points d'avance sur McLaren. Pour la 3e année d'affilée, le titre peut se jouer à Suzuka pour le Grand Prix du Japon. C'est peut-être un week-end historique pour Ferrari et Schumacher, en passe d'écrire l'histoire. Dans le paddock, la tension est palpable, mais entre les deux prétendants, toujours pas d'animosité. Le respect est toujours là, de même que leur complicité. Mais en ce week-end potentiellement décisif, une chose fait grincer des dents. Max Mosley. Le président de la FIA, depuis Londres, prévient que toute interférence dans la lutte mondiale sera sanctionnée. Je trouve ça lamentable, parce que bon, ils n'ont beau être que 2 à pouvoir encore coiffer la couronne, ils sont 22 en piste et les 20 autres ils font leur course. Enfin, je trouve ça d'une stupidité affolante, surtout venant du président de la FIA. Comme quoi, rien ne change. Bref, en piste, les deux leaders dominent et les qualifications sont âprement disputées. Pas besoin de passer de telles consignes tant les deux pilotes sont au-dessus du lot. Ces deux doubles champions du monde sont au rendez-vous et le spectacle est beau. Häkkinen tient la pole position jusque dans les derniers instants quand Schumacher, dans son ultime tentative, arrache le meilleur temps pour 9 petits millièmes. En ce dimanche 8 octobre 2000, la pression est grande à Suzuka. Schumacher va disputer la course la plus importante de sa carrière. Il peut ramener la couronne à Maranello. Oui, mais voilà, au départ, c'est Mika Häkkinen qui s'impose malgré le décalage de l'Allemand. Une manœuvre quasi identique à celle de 99 et on connaît le résultat. Häkkinen avait gagné. Premier échec en ce jour si crucial, mais Schumacher reste dans le sillage de la McLaren. Ouais, mais ici à Suzuka, dépasser n'est pas chose aisée. Dans cette configuration, le titre se déciderait à Sepang. Mais la course est longue et les stratèges de chez Ferrari ont meilleure réputation que ceux de chez McLaren. Les deux pilotes sont tellement proches en piste qu'encore une fois, la course se décide au stand. Et contrairement aux habitudes, c'est McLaren qui provoque. Häkkinen s'arrête, laissant ainsi les commandes à Schumacher qui attaque. Avec un réservoir plus léger, l'Allemand doit faire l'overcut, combler son écart en piste pour ressortir en tête. La Ferrari s'arrête 2 tours après le Finlandais, mais ce dernier reprend les commandes à l'issue de cette première salve. Ferrari et Schumacher ne sont toujours pas champions. Dans cette deuxième partie de course, Schumacher est plus proche de Mika Häkkinen qui s'arrête encore une fois avant son rival. L'instant est décisif et la Ferrari donne tout alors qu'il tombe quelques gouttes. Voilà qui change la donne, car Ross Brawn demande à Schumacher de rester en piste car Häkkinen va avoir du mal à chauffer ses pneus. Après 3 tours qualif, le baron rouge rentre au stand. Grâce au décalage, la Ferrari met moins d'essence, l'arrêt dure moins longtemps et au cumulé, Michael Schumacher ressort en tête. Encore une brillante stratégie et exécution de la part du team et du pilote. La fin de course approche. Mika Häkkinen maintient la pression, mais en ce Grand Prix du Japon, Schumacher et Ferrari ont rendez-vous avec l'histoire. L'Allemand boucle le 53e et dernier tour et met fin à 21 ans de disette pour la Scuderia Ferrari. 5 ans après son dernier titre, après avoir dit non à Williams pour tenter le pari Ferrari, Schumacher explose de joie dans son cockpit et explose aussi son volant, qui finira tout tordu après le tour d'honneur. Mais le Kaiser n'est pas le seul à sauter de joie, car dans les stands, les membres de la Scuderia sont en transe. Et que dire de Jean Todt, lui qui est arrivé 7 ans plus tôt, en 1993. Tant d'efforts, tant de travail et d'abnégation pour obtenir ce résultat. Ce jour est historique, et le Français, éternel anxieux, laisse parler ses émotions. Sur le podium, il dira à Schumacher, à partir d'aujourd'hui, nos vies vont changer. Dans le parc fermé, le nouveau triple champion du monde est félicité comme il se doit, particulièrement par Mika Häkkinen, d'une dignité et d'une classe à part dans la défaite. It's difficult to find proper words for such feeling. I mean, there was such an outbreak of emotion initially when I crossed the line. I mean, this conditions were difficult today. The rain, no rain, little bit more. The upgoing, the downgoing through the season,
and then finally achieve it with a victory the way we did it in, a fight until the last corner, thanks to Mika. Could have done it a bit easier for me. It's simply outstanding and no words for it to explain it any better. He's done the best possible job this year. We weren't able to do it, so naturally I feel a bit disappointed, but same time I feel I have won 2 years in a row in 98, 99, so life continues and racing continues. You have to keep fighting, and I'm sure we will see exciting races in the future too. De sa signature chez Ferrari durant la saison 1995 à son premier sacre en rouge à Suzuka, Schumacher a traversé bien des épreuves et a révélé d'autres facettes de sa personnalité. Sa blessure à Silverstone, mais surtout, sa victoire à Monza a révélé une personne bien plus sensible qu'elle n'y paraît. Même si rien n'effacera ses manœuvres sales, et plus généralement son caractère jusqu'au boutiste, Michael Schumacher est l'un des plus grands de tous les temps. Et si une vidéo prochaine sur l'ensemble de sa carrière me donnera l'occasion d'approfondir sur son talent, la saison 2000 est une belle vitrine. Pour vaincre de la sorte, il fallait être sacrément complet et fort. La fête qui suivit Suzuka était intense entre Ferrari et McLaren qui se sont tous retrouvés au bar, telle une troisième mi-temps. D'ailleurs, Schumacher et Häkkinen ont même partagé un karaoké. Puis les festivités se sont prolongées en Malaisie avec la 9e victoire de Michael Schumacher en cette saison 2000. Il égalait ainsi le record de Nigel Mansell en 92. À Sepang, les Rouges faisaient carton plein en prenant le titre constructeur. 5 années de travail, de souffrance, de doute et d'abnégation pour un tel résultat, qui n'était qu'un prémisse de 5 années de domination Schumacher-Ferrari. À bout de souffle après une telle confrontation face à Schumacher, Mika Häkkinen n'aura pas la ressource pour maintenir son niveau de jeu en 2001. De plus, fatigué par une voiture moins performante et un manque cruel de chance, le Finlandais décidera de prendre une année sabbatique en 2002. Congé qui s'avérera définitif. En 2001, Schumacher a dominé. Un championnat bien moins disputé qu'en 2000, qui verra d'ailleurs Coulthard prendre le titre de vice-champion devant Barrichello. Et si 2001 était à sens unique, que dire de 2002 ? Une année record où Schumacher sera champion en juillet à l'occasion du Grand Prix de France, gagnera 11 Grands Prix et montera sur les 17 podiums de la saison. Un cas unique dans l'histoire de la Formule 1. Mais une année qui connaîtra son lot de polémiques, avec notamment la consigne d'équipe d'Autriche, dont les réactions seront quelque peu disproportionnées, je trouve, tant les choses se sont rééquilibrées à Indianapolis. Durant les 5 années de domination Schumacher-Ferrari, 2003 était légèrement différent. Comme un bol d'air frais avec une concurrence retrouvée, incarnée par les jeunes Kimi Räikkönen et Juan Pablo Montoya. Mais à la fin, c'est Schumacher et Ferrari qui gagnent. En fait, c'est un autre jeune, arrivé en 2001, comme Räikkönen et Montoya, et Bernoldi, qui a mis fin à la domination Ferrari-Schumacher. Après une saison 2004 semblable à 2002, Ferrari et Schumacher ont vite compris qu'ils ne gagneraient pas en 2005. Cette année-là, c'est Fernando Alonso et Renault qui récupèrent le numéro 1 de l'Allemand. Des 7 titres de Michael Schumacher, 2000 est certainement le plus important tant il symbolise beaucoup de choses. Ramener la Scuderia au sommet après 21 ans de disette. En 2025, Ferrari accueille le 2e septuple champion du monde de l'histoire, aux côtés d'un des pilotes les plus en verve de la grille, Charles Leclerc. Le tout avec un Français aux commandes qui redresse depuis 2 saisons déjà la Scuderia Ferrari. Voilà 17 ans que les Rouges n'ont pas obtenu le moindre titre. Depuis 2008 et le titre au constructeur. 18 ans depuis le dernier sacre d'un pilote de Maranello, Kimi Räikkönen en 2007. Entre-temps, la Scuderia est passée par bien des phases. Entre espoir, échec et désillusion, en témoignent les passages de Fernando Alonso et Sebastian Vettel. Alors, est-ce que 2025 sera un remake de 2000 ? Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Vous savez quoi faire sur la plateforme, mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Des bisous.